par Skype s'adresse à toutes sortes de publics, y compris donc le niveau débutant, le niveau intermédiaire et le niveau expérimenté. Donc la vidéo va commencer avec le niveau débutant qu'on va aborder tout de suite. Après un clin d'œil à mon premier débutant, alors avant d'entamer des positions concrètes en guise d'exemple et d'échantillon, je voudrais préciser déjà deux choses. C'est que d'une part pour moi c'est très stimulant de travailler avec des débutants. Je suis actuellement un jeune élève, très jeune même puisqu'il a à peine 5 ans, un jeune élève russe qui est très motivé par le jeu d'échecs et je le vois progresser de semaine en semaine. Il m'a déjà déclaré qu'il devait devenir champion et me battre, donc le sujet est très intéressant et très ambitieux. Par ailleurs, je trouve que toutes les fonctionnalités qui sont offertes aussi bien par Skype avec le partage d'écran que par les outils de présentation assistés par ordinateur, notamment PowerPoint et toutes les qualités visuelles et interactives des logiciels d'échecs, font que tout cet environnement informatique est vraiment spécifiquement adapté, je trouve, au niveau débutant. Alors pour faire un survol très succinct des différentes possibilités visuelles et techniques dont nous disposerions dans nos séances Skype débutants, voilà un diagramme sur lequel on peut donc expliquer chaque mouvement de pièce. Donc je ne vais pas ici développer toutes les règles du jeu d'échecs, mais une présentation visuelle du déplacement des pièces. Donc voici, on va s'intéresser au roi qui se trouve sur la case F2 et indiquer ici ses mouvements possibles. Donc le roi, comme on le voit, peut en fait se déplacer sur toutes les cases qui lui sont jointives et autorisées. Donc comme je ne parle pas du règlement, je ne rentrerai peut-être pas plus dans les détails, mais disons que le roi ne peut accéder à la case G1 puisqu'elle est occupée par une pièce de son propre camp et il ne peut accéder non plus aux cases G2 et F3 qui sont sous le contrôle de la dame adverse, du rayon d'action de la dame adverse. Alors si on s'intéresse par exemple au mouvement du fou, le fou n'agit que en diagonale et ne va que sur les couleurs de sa case d'origine. Donc voici le fou par exemple situé dans la case G4. On pourrait illustrer ici ses mouvements possibles avec les flèches qui matérialisent les diagonales sur lesquelles peut se déplacer le fou. Le cavalier qui heurte souvent les débutants puisqu'il a un mouvement un peu plus compliqué. En réalité, je vais essayer d'aborder les choses de façon un peu différente de ce qu'on trouve dans les manuels classiques. Considérons toutes les cases jointives autour du cavalier. On s'intéresse au cavalier qui est situé sur la case D7. Eh bien, pour commencer, le cavalier ne peut accéder à aucune de ces cases. Il faut aller sur un rayon plus important et savoir que les cases destinatrices qui sont autorisées pour le cavalier issues de la case D7, donc sur une case blanche, sont des cases de couleur opposée. À chaque mouvement, le cavalier va sur une case de couleur opposée à la couleur de sa case initiale. Donc voici les cases accessibles par le cavalier qui se trouve sur la case D7. Alors dans nos séances Skype, on abordera le thème comment anéantir une défense adverse. Pour cela, on s'aidera de positions concrètes qu'on examinera ensemble avec une évaluation tactique de la position. Voilà un exemple où on voit clairement un roi noir isolé et une suprématie matérielle des blancs sur l'aile roi tout à fait manifeste, donc avec la présence d'un fou, d'un cavalier et d'une dame qui sont concentrés sur l'aile roi adverse. Donc déjà cette situation initiale prédispose à la recherche de combinaisons pour trouver rapidement un éclatement, un anéantissement de la défense adverse. Il y a ici un point névralgique, le pion F7, qui n'est défendu que par le roi. Le roi lui-même est sous le feu d'une diagonale active du fou blanc situé en C4. Bon, le fou noir en H10 contrôle les cases noires. On a déjà par expérience l'idée qu'ici il y a une combinaison. Alors je vais la faire pour vous à partir de cette situation initiale et avec l'expérience vous le trouverez aussi rapidement, si ce n'est plus rapidement que moi. Donc ici vous voyez que dame prend F7 échec emmène une combinaison forcée. Roi prend F7 parce que si le roi vient se mettre en H8 on fait dame G7 mat. Et là vous voyez que le pion E6 qui est doublement contrôlé par le fou et par la tour
va être l'objet d'une prise pour un échec et mat. Le roi n'a aucune case pour s'échapper. Examinons une deuxième situation. Alors, essayons d'évaluer cette position. Là encore, les noirs n'ont pas roqué. On a une concentration de 4 pièces blanches sur le plein milieu de l'échiquier, donc vraiment en position d'attaque aussi. Alors que du côté noir, il y a un sous-développement, on a encore 3 pièces mineures sur leur case d'origine, et on a simplement une dame et un cavalier en défense. Donc déjà, cela augure d'une possibilité d'une combinaison dans le sens où il y a une suprématie matérielle des blancs, il y a donc une plus grande possibilité de combinaison tactique et technique. Alors ça ne dit pas qu'il y a forcément un gain immédiat, mais une fois qu'on a déjà cette première évaluation, on va chercher la combinaison rapide et directe qui frappe sur le point névralgique du camp noir. Alors ici, c'est très rapide en fait, un tour prend aussi 6 échecs, on mène une combinaison forcée, on reprend la tour, et on voit bien que cette diagonale des cases blanches noires est tout à fait affaiblie. Ici, fou G6, échec et mat, puisque toutes les cases noires sont contrôlées sur cette diagonale par le fou blanc, et ici, les deux cases F8 et F7 sont contrôlées par le rayonnement vertical de la dame. Alors, s'agissant du public de niveau expérimenté, nous aborderons la théorie et la pédagogie d'Alexandre Kotov à travers notamment les notions de coup candidat qu'il a expliqué dans plusieurs ouvrages célèbres. Les coups candidats, donc les arbres de choix, la méthode d'analyse et les questions à se poser lorsqu'on est à décider d'un coup, comme de quel type est la structure de pion, qu'est-ce qui va et ne va pas dans la position, que veut faire mon adversaire, quelles pièces échanger et lesquelles garder, de quel côté dois-je développer le jeu, quelle est ma position idéale. Et encore, comment faire un pas dans la bonne direction, quels sont les coups à considérer de plus près. On va voir aussi lors de ces séances l'importance d'un plan, l'importance d'une stratégie, à travers la recherche de la construction d'une combinaison, en envisageant la position par une approche de vue d'ensemble, d'analyse de la position, de recherche du coup, du calcul des variantes, et notamment comment aborder la construction d'une analyse. Là encore, on reprendra les principes de base énoncés par Alexandre Kotov. Dans la construction d'une analyse, il y met aussi bien l'analyse dans l'ordre des coups hyperdynamiques, les coups dynamiques, les coups statiques. Commencer aussi les calculs jusqu'à une position qui admet plusieurs répliques, et prendre du recul et se concentrer au moins 30 secondes sur l'emplacement exact de toutes les pièces. Enfin, continuer les calculs. Ici se termine donc cette présentation longue que j'ai essayé le plus complète possible. Et surtout, n'oubliez pas, ô vénérables futurs gladiateurs combatifs de tous bords, la maxime du champion français Xavier Tartacover, celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours.